ça j'en ai 2 cartons comme ça, tu vois. Il y en a 40 kilos de croquis, de nus, il y en a 40 kilos. C'est Anne-Marie, c'est Mylène, c'est Geneviève, c'est Zaza, c'est je sais pas qui, Marie-Paul. Bon. Alors, le premier thème, ça a été les cortèges en 1961. C'est-à-dire que j'ai été intéressé par des accumulations. Et ce qui m'avait amené au cortège a été, je parle, les films d'Eisenstein, Ivan le Terrible, Alexandre Nevsky, où il y a des grands cortèges sur la neige noire. Et d'autant que j'avais appris que Eisenstein dessinait sur papier, il dessinait ces cortèges de foule dans des immensités de neige. Et c'est ça qui m'avait amené au cortège. Les cortèges apparaissent en 1961. Et en 1962 apparaît un thème très important dans tout ce que j'ai peint, le thème des orchestres, le thème de la musique. Et il m'est arrivé, j'ai là, je ne sais plus combien, 30 ou 40 kilos de croquis féminins. Un été, mais je pourrais retrouver la date exacte, peu importe. J'ai fait 400 dessins pendant l'été, 400 croquis, qui étaient en même temps une nourriture, un apprentissage de la liberté, un apprentissage du regard. Et c'est une discipline que j'ai toujours beaucoup considérée avec une grande nécessité et un grand amour en même temps. Et je suis dans la nécessité d'avoir vu les choses, de les avoir vues, mais pas seulement avec les yeux, hein, de les avoir vues complètement avec, comment dire, quand je travaillais sur des figures de nus féminins, il fallait d'abord qu'il y ait une complicité entre... le modèle n'était pas un plâtre, le modèle était un corps de femme, qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, enfin, un corps de femme, et ce corps de femme n'était pas comme un buste antique, c'était un être vivant, fait de chair, de sang, de couleur de peau, etc. Et pour que je sois amené à peindre à partir du thème des nus féminins, il fallait que je sois pris dans cette globalité de l'être qui me servait de modèle, que j'avais dessiné. Ça indique bien ce que va être la suite des odalisques. C'est-à-dire ce sont des poses de plein air, que j'ai repris en peinture. Ça, c'est conçu comme une affiche. C'est très coloré, violemment coloré, avec les couvertures voyadaires. Alors ça c'est une approche très orientaliste, si j'ose dire, du nu, orientaliste au sens romantique du terme. Orientaliste française, en tout cas, celle que je connais, française et anglaise un peu. Les odalisques, ce sont des femmes de harem, n'est-ce pas? Ce sont des femmes qui sont, comme disaient les critiques, à la disposition du sultan, à la disposition du maître, et qui vont devenir des esclaves sexuels. Alors effectivement, c'est toujours des poses plus ou moins lascives, plus ou moins abandonnées, plus ou moins disponibles sexuellement par là, que l'on retrouve dans toutes ces... Il y en a, je ne sais pas combien, il y en a une cinquantaine de peintures comme ça. Alors avec des légères variantes, en ce sens que certaines ont des prénoms, ce sont des hommages aux femmes, et d'autres ce sont des ex-voto, enfin bon, ça. Une autre variante très différente à la Matisse, toujours des dames sur des tapis. Je ramasse là. Les odalisques représentent pour moi, comment te dire ça d'une manière simple, ça représente un certain sommet
de mon savoir humain, mon savoir d'homme, dans la découverte de tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut exprimer ou raconter en peinture autour de femmes bien aimées. Voilà. Et alors les fenêtres, pourquoi les fenêtres? Eh bien, j'en sais rien. Je ne les suis que beaucoup plus tard. Je les suis à simplement 3 ou 4 ans. Alors, j'ai un grand ami qui était mon équivalent en photographie, qui habite les Ardennes, donc à 2 pas à 2 pas de la Belgique. C'est Jean Clair. Jean Clair, c'est exactement. C'est vrai que tu le connais, toi, c'est vrai. Et je lui avais demandé, comme j'avais vu au cours d'un voyage en Belgique, j'avais vu que les habitants de ce pays, en particulier, de Bruges, de Bruxelles, dans la partie qui ne sont pas tellement de grands immeubles. Enfin, il se trouve que c'est général de toute la Belgique. Les habitants d'un appartement, d'une maison, qui donne sur une rue, montrent dans les fenêtres du rez-de-chaussée, voire des étages, d'espèces de vitrines que là-bas on appelle des postures et qui sont en fait qui montrent les objets les plus précieux, des vases, des porcelaines, des cuivres, des fleurs artificielles, des napperons, enfin toutes sortes d'objets qui sont là pour situer les habitants. Les habitants montrent ce qu'ils ont de plus beau, ils mettent en vitrine. Tant et si bien qu'en rentrant en septembre 1976, je ne sais pas quoi faire, et je vois sur ma table, dans l'atelier, une boîte de diapositives. Je l'ouvre, c'était une fenêtre belge, c'était une posture, c'était une de ces vitrines, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à peindre des fenêtres, et je suis resté plusieurs années. Voilà l'origine. Et quand j'ai eu épuisé le stock des diapositives de Belgique, j'ai moi-même photographié, j'ai fait beaucoup de photos, beaucoup de diapos dans ma vie, et j'ai moi-même photographié des fenêtres à Aix-en-Provence, à Nice, enfin partout où je passais, où il y avait des fenêtres qui me paraissaient intéressantes, je les ai photographiées pour avoir une collection de diapositives. Étant moi-même dans une grande incertitude sur le thème, sur le mode d'expression qui allait être le mien, je projetais une diapo sur une toile vierge, je dessinais sur la projection, sur la toile, et ensuite je la peignais de couleurs tout à fait différentes, bien sûr, de la diapositive. Mais j'ai utilisé ce procédé qu'ont utilisé les peintres hyper réalistes. Voilà Anne-Marie qui amène des toiles. On peut couper. Alors celle-là, La première fenêtre, ça s'appelle. C'est numéro 1, fenêtre. Ça s'appelle, Mystère de la fenêtre, ça s'appelle. ça c'est la première de la série. C'est la première de la série des fenêtres. D'accord. Mystère de la fenêtre, effectivement, je ne sais plus ce qu'il y avait sur l'image, je ne pense pas qu'il y ait eu un rideau fermé comme ça, il y avait plutôt des objets ou je ne sais pas quoi, et j'en ai fait une toile un peu magritienne, dans la mesure où on ne voit pas ce qui est à l'intérieur, c'est caché, et on voit simplement qu'il y a un rayon de soleil, qu'il y a de la lumière, et qu'il y a des ombres, des lumières. Mais l'intérieur est mystérieux. Bon. Alors ça c'est une fenêtre d'Aix-en-Provence. Donc ça n'est plus belge. Quoi? Pardon? Donc ça n'est plus belge. Alors, ça va être plus belge. Non. On va passer de Belgique en France ou ailleurs. Là, là c'est une fenêtre qui est inversée par rapport aux autres. Tu montres l'extérieur, tu ne montres pas l'intérieur. Ou tu ne suggères pas l'intérieur. Alors attends, tu touches un sujet extrêmement important. Parce que dans la plupart de mes toiles, je dirais même la grande majorité de mes toiles, ce sont des fenêtres qui sont vues de l'extérieur et qui regardent
on regarde à travers la fenêtre, on essaie de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et celle-là est une des rares, sinon rarissime, qui montre une fenêtre qui est prise photographie de l'intérieur vers l'extérieur. Mais elle est fermée. Alors, dans cette série, il y a eu les reines de cartes, qui apparaissent à la fenêtre. Je précise que dans ces cas-là, il y a eu 4, il n'y en a plus qu'une maintenant, qui me reste. Ça, c'est la dame de pique, avec le symbole de la femme, de la reine de pique, de la reine noire, et que la figure, la jeune femme en soutien-gorge qui apparaît dans la fenêtre, à l'intérieur de chez elle, et tout simplement, je l'ai prise sur une publicité de lingerie italienne de l'époque. Voilà. Voilà une fenêtre française, une fenêtre d'Auxerre, une fenêtre de la rue des Lombards, qui est aussi très mystérieuse. Et voilà encore une fenêtre de Nice, une niçoise. Cette fenêtre est une fenêtre de Toulouse, dans le vieux quartier de Toulouse, et m'a paru très significative de la construction de cette belle ville de briques et de pierres, et la raideur de cet ensemble m'a fait penser à une de nos amies, enfin une de nos anciennes amies, Madame G, qui a tout à fait ce caractère hautain, sûr d'elle, figé, et je l'appelle le portrait de Madame G. C'est une fenêtre de Venise. Ça fait partie elle fait partie du grand cycle de Venise. Ça c'est bon, je pourrais en sortir des dizaines de dessins d'orchestre. Il y en a qui sont faits en atelier comme ça, à partir de notes que j'avais prises dans des petits carnets, lors des répétitions. Donc c'est une transcription. Ça, c'est magnifique. Ces dessins-là ont été faits, comme toujours, je dessine surtout au roseau avec de l'encre de Chine, mais sur ce papier, sur ce carton, papier fort, très glacé, des chrome-coats, on obtient des gris magnifiques. C'est un dessin que j'aime beaucoup, c'est de Philippe Herweg à Saintes, au Festival de Saintes. Il dirigeait, je crois, Fairy Queen de Purcell, en répétition. Et il se trouve que j'avais dessiné le chef dans un mouvement qui lui est familier. Et en retirant mon roseau, ça a fait une tache. On dirait qu'il va attraper une balle. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce dessin, qui est comme ça, très, très spontané. Et ça, c'est à Saintes aussi. C'est Philippe Herweg dans Fairy Queen de Purcell. Et c'est dans un mouvement particulièrement agité de l'orchestre, où les choses se passent dans un tremblement. Et là, on voit que l'exécution a été très rapide, était nécessairement très rapide, parce que je ne pouvais pas laisser échapper la rapidité et la dynamique de ce mouvement. C'est ça qui m'a toujours passionné dans l'orchestre, c'est le mouvement. Alors justement, tu me reparleras de la couleur, mais la couleur, tu l'aimes beaucoup, quoi. Tu utilises beaucoup de couleurs. Et, oui, la couleur. Et franchement, oui, la couleur, je pense être un assez bon coloriste dans la mesure où je peux manier des palettes de couleurs tout à fait différentes, comme cette peinture d'orchestre. Qui est d'une grande tendresse de palette, en opposition à d'autres que je pourrais montrer ici ou là,
les palettes, pas celle-là, parce que ça c'est vraiment pas bon, mais des choses comme ça, beaucoup plus sombres. Voilà. À partir des dessins qu'on a vus du Dies Solis de Maurice Ohana, voilà ce que donnait une transcription en peinture qui est axée sur le rond des gongs, qui était la base de l'orchestration à percussion de l'œuvre de Maurice Ohana. Et voilà ce que ça donne en transcription au niveau de la peinture. C'est-à-dire percussion, c'est-à-dire des coups, comme des coups de gong, là, et dans cet horizon de ciel purement imaginaire, aussi des nuages qui répercutent ces coups de gong. Ça, c'est une série de toiles, une série de peintures. Et est-ce que tu les aimes toutes, tes peintures? Parce que tu considères qu'il y en a qui sont mieux que d'autres Oui. C'est-à-dire que ce qui guette le peintre, j'ai l'impression, c'est l'asservissement au concret, comme là par exemple. J'estime que cette peinture est complètement ratée, enfin, je ne trouve pas bonne. C'est aussi le Dies Solis de Maurice Ohana à Saint-Louis-en-l'Île, qui est une architecture très classique avec un chœur baroque. Et j'ai beaucoup insisté sur l'architecture dans sa réalité, et l'orchestre n'occupe qu'un petit cinquième de la hauteur de la peinture. Et je considère que c'est pas tellement intéressant. Pour moi, c'est une chose comme ça qui est une série dans le thème des orchestres, une série consacrée au musicien espagnol Vittoria. Ça c'est très sombre, ça correspond aussi à la musique de Vittoria. Hein? Tout à fait, la musique de Vittoria. D'accord. Que j'aime pas, j'aime plus ces peintures. Donc ça, c'est des peintures que tu n'aimes pas. Non. Alors ça, c'est un hommage à Jean-Claude Magloire, qu'on a beaucoup fréquenté. C'est en 83. Ça. Et quand tu n'aimes pas les peintures, tu les gardes quand même? Oui, je les garde. Parce que je crois savoir qu'il y a plein de peintres qui brûlent ou qui détruisent. Hein. J'en ai détruit beaucoup. Hein. Ah ouais. Ça c'était... Ça, c'est sur Venise. Alors ça, c'est une série assez drôle, méchante d'ailleurs. Nous avions accompagné à sa demande les Arts Florissants à Rome pour une série de concerts. Et je me suis beaucoup amusé pendant les répétitions à dessiner d'une manière un peu vive et ironique les chanteurs, les cantatrices et le chef William Christie, qui ne manquait pas d'ailleurs quelques musiciens. Ce sont plus des caricatures croquées sur le vif que la raideur de Christie, de Bill Christie. Vous avez vu, je le retrouve tout à fait, c'est drôle, des années après. Voilà, bon. Ce tableau-là, c'est un orchestre de 68, me semble-t-il, qui est très caractéristique de ma manière, dans la mesure où la peinture est jetée vivement. À partir des dessins que je faisais dans les répétitions, dont nous avons parlé, je pars généralement à droite des contrebasses qui donnent une oblique, qui correspond à l'oblique du chef, et à partir de ça, j'équilibre avec des noirs copieux, des noirs abondants, dans lesquels je retrouve l'attitude de certains musiciens, comme le violon là, etc. J'ai repris cette manière de peindre les orchestres dans ce que nous avons appelé par la suite les batailles d'orchestre. Il faudra qu'on reparle, avec lesquelles j'ai fait l'exposition à Lyon.
ce dont je me suis aperçu en assistant aux répétitions, c'est qu'il y avait bataille entre la volonté du chef d'imposer une telle manière de jouer tel passage et des résistances des instrumentistes qui, eux, avaient l'habitude de la jouer différemment. Ça fait un peu de conflit toujours plus ou moins énervé, c'est toujours le chef qui gagne, je pense. Où est-ce qu'il y a ma palette? Tu m'as dit hier que tu allais prendre la toile. Dans le sens horizontal, Oui. parce que la verticale, j'ai pensé cette nuit, ça me paraissait dangereux pour un exercice de cette sorte. Donc je travaillais, je vais essayer de parler d'une ville maltaise, peu importe, c'est des souvenirs que j'en ai, c'est pas... Là, je fais une indication très légère des volumes. Alors là, après, il me reste à trouver la couleur de base qui va être celle de la toile, la tonalité de jaune avec laquelle je puisse travailler des jaunes. Mais encore une fois, je ne sais pas ce que ça va devenir. Hein. Je pose des couleurs comme ça. Un peu de la force. Voilà, c'est trop force. Et qu'est-ce que tu appelles équilibrer, donner de la force? Mais c'est-à-dire que ce blanc, je ne peux pas me contenter de faire de l'impressionnisme, de mettre des touches de couleurs les unes à côté des autres. Il faut que ces couleurs elles soient structurées dans des formes qui vont donner de la solidité au travail. Eh bien, c'est le départ, ça me paraît assez bienvenu. Maintenant, il va falloir travailler. Alors, le problème va être comme souvent, le problème des ciels. Je ne sais même pas si je vais y mettre un ciel. Là, normalement, il devrait y avoir un ciel. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment ça va fonctionner. Voilà. D'abord parce que quand nous sommes arrivés à Malte, il ne faisait pas un temps extraordinaire.
J'ai la base de ce que je voudrais comme tonalité de couleur en ce qui concerne les bâtiments de la ville. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont devenir. J'essaie une couleur pour la partie de la mer qui se marie bien avec la tonalité des bâtiments. Voilà. Un point de l'ébauche qui pour l'instant me satisfait, il reste bien sûr à mener à son terme. Donc là je vais la laisser mariner si j'ose dire, comme on marine une viande. Et plus tard, en fin d'après-midi ou demain, les choses vont apparaître de manière plus évidente et donc je pourrais à ce moment-là complètement... Pour l'instant, je trouve que c'est un peu trop réaliste. Donc ça me plaît, mais ça ne me plaît pas tout à fait. C'est pas... Il faut que j'aille au-delà de ça. Je vais t'aider, on va le mettre sur la table comme on l'a fait ce matin. Et tu t'es beaucoup inspiré des photos d'Anne-Marie, je vois. Pardon? Tu t'es beaucoup inspiré des photos d'Anne-Marie Oui, pour sûr, les fenêtres, pour Venise, tout ça. Elle est mon carnet de croquis permanent. Voilà. Alors ça, c'est le plan de Venise, daté de 1500, par Jacopo de Barbari. Alors ce plan est remarquable parce que en 1500, Jacopo de Barbari grave sur d'énormes cuivres, je crois qu'il a trois cuivres, tous les bâtiments. Figure dans ce plan. Et quand j'ai eu ce plan, en main, je me suis rendu compte que Venise était comme une espèce de poisson, ancré dans cette rade, avec le grand canal qui part à gauche là-haut de Mestre, qui serpente dans la ville pour aboutir sur le port, là, devant le palais des Doges qui se trouve là. Toutes les peintures ont quelque chose qui, plus ou moins vaguement, de près ou de loin, ramène au plan de Barbari. Oui, alors pour moi, Venise est une ville moisie. Bon, les touristes font beaucoup de romantisme, à la suite de tous les écrivains qui en ont parlé, Byron, etc. Bon bref, et tant d'autres. On parlait de Venise, du pont des Soupirs, les voyages de noces qu'on fait à Venise, etc. Bon, qui sont des choses incontournables. Moi, j'ai toujours trouvé, en me promenant dans des quartiers un peu perdus, et j'y suis allé 21 fois à Venise, mais je ne connais encore pas tout. La dernière découverte, ça a été au-delà de comment ça s'appelle, au-delà de l'Arsenal, des quartiers très pauvres, où dans une église, il y a la tombe de Tentore, par exemple. Vous avez coupé, d'après les photographies d'Anne-Marie, qui montre bien ce côté moisi, pourri même, de la couleur des bâtiments et de l'eau. Dans la grise, nous sommes dans une certaine vérité archéologique. Alors là, nous sommes effectivement dans le fantasme, le peintre qui imagine des pieds colorés, avec des grandes fissures, des effondrements intérieurs, et puis sur le sol, des grands bâtiments, des églises avec des dômes, des clochers, des campaniles, dans tous les sens,
suivant plus ou moins au cours des siècles les mouvements des soubassements extrêmement fragiles. Et d'où l'idée de travailler sur ce plan d'abord, puisque ce cycle de Venise comprend 3 parties. La première partie étant le plan, la deuxième étant les pilotis, c'est-à-dire la manière dont Venise a été construite sur de la boue grâce aux chaînes des forêts du Piémont qui ont été enfoncées et sur lesquelles Venise est construite. D'ailleurs, essayer d'aller, ça me fout par terre. D'ailleurs, là, ça tombe bien parce que j'ai une peinture qui est exactement conforme à un document archéologique. Ah non, ça c'est la manière dont la basilique Saint-Marc est construite. On voit bien d'énormes basiliques, le campanile, qui sont bâtis sur, d'abord, en partant du sol, un sol en dalle de pierre, d'énormes roches, et puis des arbres, des pilotis en bois, enfoncés dans des magmas qui sont des cailloux, et puis des vases, des matières totalement molles. Alors ça c'est le premier dessin. Le premier grand dessin, c'est une reproduction que j'avais faite au crayon Conté des fouilles archéologiques qui montrent un pilier de la basilique Saint-Marc, comment c'est construit. C'est construit sur un sol en dalles de pierre, avec des rocs immergés, et le tout portant sur des pilotis. Voilà. C'est une architecture extrêmement aléatoire, ça. Fenêtre de Venise. Penn, Irving Penn. Irving Penn, oui. Ça, c'était à partir de photos d'Irving Penn. Là, on est donc dans ce que tu appelais géographie. Géographie de l'origine du monde. Géographie de l'origine du monde. Ce que je voulais dire avant de commencer, c'est tout simplement que la critique de la toile de Courbet, l'origine du monde, que tout le monde connaît, qui se trouve au musée d'Orsay, dans la salle de Courbet, est un absolu indépassable, dans la mesure où, si on veut aller plus loin, on va tomber dans la planche d'anatomie ou dans le porno. Alors, si on ne peut pas aller plus loin, on peut quand même aller autour, d'où l'idée de géographie. Alors, ça tombe bien, voici une aquarelle de départ, une des quelques aquarelles de départ qui ont provoqué l'importance du cycle. Et il s'agit, là ce sont des dunes ou des bords de mer, peu importe, et en fait ce sont faits à partir de diapositives de sexe féminin. Et tout est sorti de là. Voilà. Ça c'est la toile, la peinture dont on parlait tout à l'heure. Tout ont un titre généralement qui est marqué au dos. Émergence d'un continent. Ou les carrières en Ardèche, les carrières de Gore en Ardèche. C'est-à-dire, je tourne autour de ce que proposait Courbet, c'est-à-dire une vulve extrêmement précise. Mais je pense qu'on ne peut pas aller effectivement plus loin. Par contre, on peut se promener autour, si j'ose dire.
Dans la toile de Courbet, il y avait un contenu qu'on peut dire philosophique. Là, tu joues pas sur le fond, si je peux dire, mais sur les formes. Tu transformes les formes du corps féminin en une géographie, des formes géographiques. Oui, mais ce sont des formes, éminemment signifiantes. Ces formes féminines sont extrêmement signifiantes. C'est sûr que dans la nature, on le trouve partout, le sexe de la femme. Il est à quelques centaines de mètres ici, dans un pré, où il y a comme ça une toison d'herbe plus foncée, parce que la géographie du terrain le permet. L'herbe est plus foncée dans le triangle pubien, et effectivement, on ne peut pas ne pas y voir un rapport avec l'anatomie féminine. À travers une géographie qui n'est pas sans rappeler toujours, ça me rappelle la Sicile, Taormina s'appelle celle-là, Taormina, parce qu'il y a cette couleur rose, je ne sais pas, j'ai un souvenir de rose dans les bords de mer à Taormina, soit le minéral naturel, soit le minéral construit. C'est là que j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé personnellement, où j'ai fait travailler des étudiants, une carrière au pied de la montagne Sainte-Victoire, la carrière de Roquehaute, qui ne peut pas ne pas rappeler effectivement un corps de femme ouvert. Et l'entrée du sexe, c'est quoi? C'est un plus ou ça existe vraiment dans la nature? Disons qu'il y a beaucoup de fissures dans ce genre-là. Celle-là, je l'ai effectivement modifiée pour en faire une peinture, quoi. Et ça, là, on retombe sur les choses du départ. Voilà. Alors je trouve que t'as pas dans cette série-là, t'as pas utilisé les couleurs habituelles, il me semble. Quand tu la regardes comme ça, une par une, on a l'impression que ta palette de couleurs est, comment dire, elle est différente des autres séries. Oui, parce que Il y a plus de mélange de couleurs, il y a plus de, je sais pas comment dire. elle est différente parce que dans la mesure où les lieux géographiques qui m'ont plus ou moins inspiré ces peintures sont dans des tons particuliers, comme le Roquehaute, c'est une carrière de marbre rouge, etc., etc., quoi. Ben, effectivement, j'ai été très soumis, si je peux m'exprimer ainsi, très soumis au contexte de la réalité géographique. Voilà, la toile terminée. Tout au moins dans les médias, je ne vois pas ce que je peux y faire d'autre de plus. Et il devient donc la première peinture des variations sur des villes maltaises. Évidemment, il a énormément changé par rapport à... Ah oui, c'était une juxtaposition de petits cubes, ce qui voulait des maisons. Et je voulais que ça soit beaucoup moins illustratif.